Une ferme. Croquis sur le vif d'une ferme d'autrefois. Par Philippe Dumas. De nos jours, hélas, les fermes ressemblent de plus en plus à des usines. Et si le genre humain a des efforts à faire, c'est peut-être dans le sens d'un progrès du progrès. Il est tout à fait défendable d'élever des animaux pour manger leur chair et boire leur lait. Mais il faut leur assurer une vie décente et à la fin, une mort rapide et sans douleur. Tel est le seul contrat honorable et durable que l'homme puisse conclure avec la nature. Si l'on est arrivé à produire le maximum de viande au minimum de frais, c'est en augmentant terriblement la barbarie. Or, la souffrance des bêtes n'est pas fatale. Nous devons, chacun de nous doit, lutter contre l'élevage intensif et les atrocités qu'il suppose. Il me serait facile d'horrifier le lecteur avec un reportage sur la ferme d'aujourd'hui. J'ai préféré donner du rêve en dessinant celle d'hier. Puisse sa réalité, encore si proche, nous guérir de cette indifférence aux souffrances qu'on cause, dont parle Marcel Proust, et qui est, dit-il, quelques autres noms qu'on lui donne, la forme terrible et permanente de la cruauté. La plupart de ces aquarelles ont été dessinées sur le vif à la ferme de Cogs, à Witney, près d'Oxford, en Angleterre. Dans cette ferme, on s'entête à travailler et à vivre comme autrefois. Nous remercions ses habitants pour leur accueil et vous recommandons vivement d'aller leur rendre visite. Le grand-père de ma femme a travaillé dans cette ferme. C'était juste avant les routes goudronnées et l'invasion du moteur. Allons y faire un petit tour. Elle reste très accueillante. Pour porter ses seaux d'eau, cet homme utilise une palanche qui répartit la charge sur les deux épaules et empêche les seaux de se cogner dans ses jambes. Au centre de la ferme, voici la maison de Monsieur et Madame Mole. Fermeture du petit portillon. C'est le point du fer en B qui maintient l'extrémité du loquet dans le mentonnet. Pour ouvrir le portillon, on libère le loquet en appuyant en A vers le bas. La fermeture de la grande barrière est assurée par une tige de fer qui agit comme un ressort et vient se loger dans le mentonnet. Côté sud se trouve le jardin potager. Le potager est partagé en planches de légumes que séparent des allées facilitant les déplacements et le travail du jardinier. Petite guérite en bois pour se protéger d'une averse et abriter quelques outils d'usage fréquent. Et son allée bordée de lavande. Dès septembre, Adam cueille des pommes précoces. Les arbres fruitiers sont taillés de manière à faciliter les soins et la cueillette. Hauteur modérée et branches étalées sur le côté. Le portique permet de faire pousser des plantes grimpantes et d'orner agréablement le jardin. On peut joindre l'utile à l'agréable et y faire pousser des haricots grimpants, arames ou des courges. Mises en sachet dans les armoires à linge, les fleurs de lavande éloignent les insectes. Monsieur Mole et Robert se promènent. Monsieur David Fender s'occupe du potager par tous les temps. Les topinambours, qui ressemblent au tournesol, produisent de délicieux tubercules à la saveur d'artichaut. La brouette, perfectionnée au XVIIe siècle par Blaise Pascal, facilite le déplacement des lourdes charges. À l'intérieur de la serre, Madame Mole soigne ses plantes. La serre emmagasine la chaleur du soleil. Elle permet ainsi de se mettre à l'abri du froid et de commencer les cultures un peu plus tôt. Les pétioles de rhubarbe permettent de confectionner de délicieuses gelées. Mais curieusement, les feuilles sont toxiques et ne doivent pas être récoltées. Réserve d'eau pour les arrosoirs. De l'autre côté, il y a la cour, avec tous les habitants de la basse-cour. Poule de race Orpington.
Les oies sont élevées pour leur viande et pour la production de duvet. Le porc est un animal précieux. On peut tout manger, du bout du nez, le groin, jusqu'à l'extrémité de la queue, en passant par les pattes. Même ses entrailles servent à confectionner des plats savoureux, tripes, andouilles, boudins et saucisses. Les canards sont élevés pour leur viande ainsi que pour leurs œufs. On les plume 2 fois par an pour bourrer les oreillers des édredons. Les poules élevées en liberté se nourrissent d'herbes et aussi d'insectes, de larves et de vers qu'elles dénichent en grattant la terre. Si l'on doit les nourrir, on leur donne un mélange de grains, de féculents et d'herbes cuites. Qui naît poule aime à gratter. Le trou pratiqué dans le bas de la porte permet au chat d'entrer et de sortir à son gré. C'est une chatière. Le soir, on enferme les habitants de la basse-cour afin de les protéger des gourmands qui n'en feraient qu'une bouchée. Ce petit escalier de pierre est bien commode pour grimper sur le dos d'un cheval. On le constate sur le croquis au centre de la page. Les poussins sont gardés dans un petit enclos à part. Chaque année, on tue le cochon et l'on conserve sa viande dans le sel, la saumure. Ses poils rudes, les soies, permettent de fabriquer des brosses. Ce poulailler volant peut être facilement déplacé sur la pelouse et permet de remettre chaque fois qu'on veut la poule et les poussins sur de l'herbe fraîche. Autre modèle de poulailler léger. Au milieu de la basse-cour, le coq fait le coq. Il annonce le lever du jour au rythme de la vie de la ferme, mais il sert surtout à la reproduction. Les poules pondeuses ont besoin de coquilles écrasées ou autres éléments calcaires pour former la coquille d'œuf. Dès l'aube, Morissette donne du grain à tout le monde. Le cochon est le lointain descendant du sanglier. Le mâle est le verrat. La femelle est la truie. Les petits sont appelés gorées ou porcelets. Les jeunes veaux sont élevés pour la viande. Quelques-uns deviendront des taureaux qui assureront la reproduction du troupeau. Les autres, castrés, deviendront des bœufs, dociles et utiles aux travaux des champs. Les jeunes vaches, appelées génisses, se reproduisent à partir de 18 mois ou 2 ans. Le jeune veau est allaité par sa mère. Une fois qu'il a tété, on traite la vache pour vider ses mamelles. Ce toit de chaume est posé sans charpente sur un simple empilement de fagots. Contrairement à ce que l'on dit, les cochons sont des animaux très propres. Ensuite, Morissette retourne à ses tâches domestiques. Mais le gros du travail de la ferme est au champ. L'arrière de la maison vue de la cour. La maison possède de nombreuses cheminées. Chaque pièce possède son propre foyer. Les eaux de pluie sont recueillies dans une citerne et tirées au moyen d'une pompe à main. Petit poulailler pour un couple de poules cayennes. Grâce aux chevaux, on laboure pour pouvoir semer. Charrette à foin ou à paille. Victoria sur Prince. 4 chevaux attelés de front pour tirer la herse qui sert à briser les mottes et à affiner la terre. On laboure la terre avec un brabant, charrue que l'on peut inverser. Ainsi, lorsque l'attelage fait demi-tour, la terre continue d'être retournée du même côté. Chaque cheval a son emploi. Les plus forts sont attelés à la charrue, les autres à la charrette. L'invention du collier a été un progrès permettant au cheval de tirer de lourdes charges sans subir d'étranglement. À la ferme, les chevaux servent surtout à tirer les charrues ou diverses charges. Ce sont des chevaux de trait. On utilise des chevaux castrés, plus dociles, appelés hongres. Les chevaux entiers ou étalons sont réservés à la reproduction. La femelle est la jument.
Le jeune cheval est un poulain et la jeune jument une pouliche. On détermine l'âge d'un cheval à ses dents. Un jeune cheval de la race Sher. Il faut prendre soin du pelage de la robe des chevaux. Tous les jours, on les bouchonne à la brosse pour enlever la sueur et les impuretés. Notons comme les fanons recouvrent les sabots. Le Sher est le plus grand de tous les chevaux. L'âne, lui, tire la carriole. Le poids de cette boule maintient l'attelage tendu et évite à l'animal de se prendre les jambes dedans. C'est la prise de longe. L'âne est le monsieur à tout faire de la ferme. Sobre et robuste, il est capable de tirer ou de porter de lourds fardeaux. Le croisement de l'âne et de la jument donne le mulet, tandis que le croisement du cheval et de l'ânesse donne le bardot. Mulet et bardot sont incapables de se reproduire, ils sont stériles. Plus léger que la charrette ou la carriole, le cabriolet permet de se déplacer facilement. Pour sa promenade en carriole, la famille Mole attelle le cheval ou bien le petit âne. À la ferme, personne n'est inactif. Hommes et bêtes collaborent. Léonard, prévoyant, s'est muni de son imperméable, il l'a ficelé au guidon de sa bicyclette. La serpe sert à émonder les arbres et les arbustes et à faire des fagots. La bêche est l'outil du jardinier. Il s'en sert pour retourner la terre. La fourche est un outil à tout faire, ramasser le foin, la paille ou le fumier. L'été, la chaleur est parfois lourde et il faut à tous du courage. À l'époque de la moisson, on fauche le blé à plusieurs, en avançant sur le même rang. Faucher demande beaucoup d'adresse et de savoir-faire. On aiguise la faux avec une pierre mouillée. La pierre à aiguiser est accrochée à la ceinture du moissonneur dans une corne de vache remplie d'eau. Moissonneuse lieuse, les lièvres ne savent plus où se cacher. On est content de se mettre à l'ombre pour la collation. Pain, beurre, radis noirs et cidre à volonté. Les gerbes de blé seront rapportées à la ferme pour être battues, opération qui consiste à séparer le grain de la paille. Les chevaux, eux aussi, font une pause pour manger un picotin de seigle et d'avoine. La moissonneuse lieuse coupe le blé et le dépose en gerbes. Elle évite le fauchage à la main. Le jour du battage, aucune bonne volonté ne manque à l'appel. Tous les bras valides sont requis. Cette machine à vapeur, locomobile, fait tourner la moissonneuse batteuse qui sépare les grains de blé des épis. En une journée, la moissonneuse batteuse fait le travail de 800 hommes battant le blé à la main à l'aide d'un fléau. Le blé est conservé dans des sacs de jute. On garde une partie du grain pour les semailles de l'année suivante. La paille est mise en meule et servira de litière aux animaux. Mélangée à leurs excréments, elle deviendra le fumier. 2 chevaux attelés en tandem. Maintenant, revenons visiter la maison. Et d'abord la cuisine, où se prépare le déjeuner. Plumeau en plume d'autruche pour épousseter. Sur cette plaque, on garde les plats au chaud. Cette grille de protection évite aux enfants de se brûler à la cuisinière. Comme ça sent bon ici! Toutes ces odeurs attirent les gourmands. Les casseroles de cuivre sont rangées à l'envers sur une étagère et les couvercles accrochés par ordre de taille. La grosse cuisinière à bois permet à la fois de cuire le repas et de chauffer la cuisine. Trônant à demeure sur la cuisinière, cette grosse bouillotte donne en permanence de l'eau bouillante. La crémaillère permet de suspendre la bouilloire
ou la marmite au-dessus du feu. Ces cloches de terre qu'on a trempées dans l'eau conservent boissons et aliments au frais. On peut se passer d'un mixeur électrique, la preuve. Cette balance permet de mesurer l'exacte proportion de sucre et de farine nécessaire à la confection d'un bon gâteau. Robert, parce qu'il est sage, reçoit une petite gâterie. Sur le vaisselier est rangé le beau service des jours de fête. Filtre à eau, cloche à fromage. Après lavage et séchage, le linge est plié et mis sous cette presse en bois. Il en ressort en principe repassé. Au cellier, il fait bien frais. Cette pièce à toute petite fenêtre garde sa basse température en toute saison. On y conserve les denrées périssables. On y range ce qu'aujourd'hui on mettrait au réfrigérateur. Les jambons sont suspendus hors d'atteinte des rats. Dans les tonneaux, du cidre. Le lait et les fromages sont protégés des mouches par le fin grillage de ce garde-manger. Ici, une tulle alourdie de perles décourage les mouches. À l'autre bout de la maison, par contre, il fait très chaud. Vue de la maison à toit fermé. L'entrée principale. Vue de la maison à toit ouvert. La grande salle de séjour. Le salon, le garde-manger, l'entrée, le cellier, la cuisine, la pièce la plus chaude de la maison, l'entrée principale, le petit bureau. C'est ici que chaque semaine, Monsieur Mole distribue la paye aux employés de la ferme. L'entrée de service, sortie vers le jardin potager, sortie vers la laiterie, la buanderie où l'on fait la lessive une fois par semaine, la cour d'entrée, la laiterie. Nous sommes dans la buanderie. On y fait bouillir l'eau de la lessive. Le linge est mis à bouillir dans une grande lessiveuse suspendue à la crémaillère. La pompe fournit l'eau provenant de la citerne d'eau de pluie. Lampe à pétrole. Sur la planche à linge, on frotte énergiquement le linge pour le laver. Une essoreuse. Le linge pressé entre les deux rouleaux rejette presque toute son eau. Ici, c'est la chambre des enfants qui sont priés de s'ennuyer à l'étage. Marguerite, la bonne, s'en va vider ses 2 seaux. Dans l'un, il y a l'eau qui a servi à la toilette, dans l'autre, le pipi des pots de chambre. Quand les grandes personnes s'amusent en bas au salon. La bonne range la vaisselle. Après le repas, la table est desservie. Les enfants peuvent jouer sur la nappe. À tout instant, chacun peut avoir à s'isoler dans ce petit coin discret au fond du jardin. Ne nous y éternisons pas. La table de toilette, faute de robinet d'eau courante, l'eau est apportée dans un broc. Vase de nuit. Seau de toilette pour les eaux sales. La coiffeuse. Pour aller au cabinet, on passe forcément sous ce portique au milieu de l'allée. Les matières tombent dans une fosse où elles sont récoltées une fois l'an pour faire de l'engrais. Et partons vers la laiterie où se fait entendre un remue-ménage. L'église du village. Les oies sont de bonnes gardiennes. Les Gaulois qui voulurent attaquer Rome la prirent à leurs dépens. Le chien de berger presse les retardataires, ramène les brebis qui s'éloignent et défend le troupeau. Il est intelligent et fidèle à son maître. 2 fois par jour, il faut traire. L'âne porte le lait de la traite jusqu'à la laiterie. Les vaches sont traites 2 fois par jour, le matin et le soir.
Elles aiment ce moment tant attendu. Certaines races de vaches donnent jusqu'à 20 litres de lait par jour. Traire à la main est un travail de patience qui demande une certaine expérience. Monsieur Mole, Adam, Nancy. Encore la palanche qui permet de porter 2 seaux facilement. Tout le monde a droit à sa ration de lait. Le cochon mange de tout et se régale des déchets de cuisine. Chaque truie a sa cour particulière, où elle élève ses nombreux petits, jusqu'à 12 par portée, voire plus. Elle se roule dans la boue pour protéger sa peau des insectes. Lorsqu'une vache attend un petit veau, elle cesse de donner du lait environ 2 mois avant la mise bas. Caroline, en train de traire, a des admirateurs. Les vaches ne sont pas les seules à nous donner leur lait. Brebis, chèvres, ânesses et parfois juments donnent toutes des laits aux goûts différents. Ce seau de forme ingénieuse vous évite les éclaboussures de lait. C'est si bon! Un bidon de lait et sa louche. Réserve de lait. En tournant la manivelle de cette baratte, on agite la crème pour en tirer du beurre. Écumoire pour prélever la crème du lait. Le lait arrive tout chaud à la laiterie. Le lait doit être utilisé frais. Plusieurs méthodes de stérilisation par la chaleur permettent de le conserver plus longtemps. Mais le lait perd alors une partie de ses vitamines et de ses qualités. Le lait donne de la crème, ainsi que du beurre et du fromage. Caillé, il permet de fabriquer des yaourts. Là, c'est la crème fraîche qu'on bat pour en faire du beurre. Pour obtenir du beurre, on baratte longuement la crème, c'est-à-dire qu'on la brasse énergiquement. Le fromage est obtenu après un temps d'affinage et de séchage plus ou moins long dans un endroit frais. Cette grande table en creux est recouverte de zinc pour que le bois ne s'abîme pas. Caroline et Lucie font tourner les barattes. Grillage très fin pour empêcher les mouches d'entrer. À l'étable, l'ambiance est assez paisible. L'étable doit être saine et nettoyée tous les jours. La litière sale étant remplacée par de la paille neuve, chaque vache doit pouvoir se mouvoir à son aise. Les vaches sont nourries à l'étable au moment de la traite ou pendant l'hiver. On leur donne généralement du foin, c'est-à-dire de l'herbe séchée que l'on a fauchée dans les prés au début et à la fin de l'été. Les aliments au goût fort donnent une odeur parfois désagréable au lait. L'étable est le royaume des hirondelles. Quand une ferme se vide de ses animaux, les hirondelles n'y reviennent plus, car elles ont besoin de la chaleur des bêtes. Oui, c'est bien Robert qui exécute sous nos yeux un dessin sur le vif. Après le travail, Robert mène le plus doux des chevaux boire à la rivière. Les saules, ainsi que bien d'autres arbres, sont régulièrement taillés pour leur bois qui servira à fabriquer des outils ou divers objets. Ils acquièrent ainsi une forme particulière qui leur vaut le nom de saule tétard. Adam fait le plein de la tonne à l'aide d'un seau, après quoi il ira remplir chaque abreuvoir dans les champs. Un peu plus bas, en aval, les bergers ont fini de donner leur bain aux moutons. Autrefois, peu de fermiers possédaient des vaches. L'élevage du mouton était alors le plus fréquent. Le mouton se contente de terres pauvres, à maigre végétation, et contribue à fertiliser le sol par ses crottes. Les moutons sont élevés pour leur viande, leur laine et leur lait. Ces barrières permettent de parquer les moutons pour la nuit. Chaque berger se déplace avec son troupeau, dormant et s'abritant dans une petite roulotte. La chèvre peut donner 5 litres de lait par jour. On en fait d'excellents fromages, mais on peut aussi le boire.
La maison du berger. Poêle à charbon servant à se chauffer et à faire un peu de cuisine. Intérieur de la cabane du berger. Éclairage à la bougie. Avec cette gaffe, le berger attrape les moutons par une patte. D'ailleurs, c'est l'heure pour tout le monde d'aller dormir, puisque le soleil donne l'exemple en se couchant. Une bonne journée s'achève.